Salut amis bipèdes et bienvenue dans Le Grimoire, un voyage en plusieurs saisons dans les plus grandes périodes de l'histoire. De Cléopâtre à Napoléon, en passant par Attila, Da Vinci ou encore Marie-Antoinette, je t'invite à découvrir ou redécouvrir les grands noms de notre passé ainsi que les œuvres d'art et événements célèbres qui en font sa richesse. Écarquille tes yeux et ouvre tes oreilles, il est temps de bondir dans l'histoire en ouvrant Le Grimoire. Giuliano della Rovere pointe le bout de son nez au cours des premiers jours de décembre 1443 dans une petite ville du nord-ouest de l'Italie. Dans sa jeunesse, il suivra l'éducation de son oncle qui deviendra le pape Sixte IV, qui le nommera plus tard cardinal lors de ses 28 ans. Il accumule ensuite les titres puisqu'il sera évêque de 12 villes différentes au cours de sa vie, puis archevêque d'Avignon juste avant d'accéder au titre suprême de l'Église. En dépit de ses positions au sein de la religion et de ses obligations, il ne se prive pas de profiter des plaisirs charnels au cours de son cardinalat, ce qui lui vaudra en cadeau la syphilis. Mais ne le juge pas trop vite, parce que le futur pape est loin d'être le seul à ne pas respecter son devoir d'abstinence à cette époque. En effet, rappelle-toi que nous sommes en pleine Renaissance, et si les hommes se détachent de l'Église, c'est en partie pour ses accusations de nicolaïsme, soit le fait d'entretenir des relations sexuelles en tant qu'homme de foi. À 43 ans, il est désormais à la tête des troupes pontificales avec pour objectif rétablir l'ordre dans les États du pape. Connu pour son dévouement à l'art militaire, il soumet dans sa campagne plusieurs cités et assiège Città di Castello, dont le seigneur est un allié d'un certain Laurent de Médicis, un homme sur lequel nous reviendrons dans un prochain chapitre. Mais remontons le temps de quelques années et traversons les Alpes pour nous retrouver désormais à Avignon. Nous sommes le 13 décembre 1464 et la cité est silencieuse. Le temps est maussade en ce jour froid de fin d'année et l'humeur n'est pas à la fête pour les habitants. Le cardinal de Foix vient de mourir. Alors là, c'est l'instant tristesse, n'hésite pas à lâcher une petite larme. Mais qui diable est donc cet homme, te demandes-tu ? Il était en fait le légat du pape à Avignon, soit en d'autres termes son représentant direct dans le palais qui a accueilli la papauté pendant plus d'un siècle par le passé. Après 3 décennies de service, le décès de ce fameux cardinal, décrit comme administrateur avisé, est une réelle perte pour l'Église et les croyants. Pour lui succéder, Louis XI souhaite placer un membre de sa propre famille. Mais où est donc passé notre ami Rovere dans l'histoire ? Ne t'inquiète pas, il arrive. Alors que le pape Paul II refuse, son successeur Sixte IV accepte la demande du roi de France. Malheureusement, le cousin du roi n'a pas le titre de légat, un homme d'église, et sera destitué en 1476. C'est ainsi que Sixte IV en profitera ni vu ni connu, enfin presque, pour placer son neveu à Avignon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas ? Après avoir quitté son pays, Rovere va donc franciser son nom pour se faire appeler Julien de la Rovère et effectuer la première véritable restauration du palais des papes, alors ancien de 124 ans. Il finira par rentrer en Italie quelques années plus tard et appuiera le pape Innocent VIII à son élection après la mort de son oncle. Fermons notre flashback pour revenir en 1486, Rovere a donc 43 ans. Au mois de juillet, le pape Innocent VIII, connu pour son implication dans la chasse aux sorcières, meurt. Évidemment encore trop jeune pour prétendre au Saint-Siège, nul autre que l'ennemi personnel de notre protagoniste prend la place du pape. Il se fera appeler Alexandre VI, mais beaucoup le connaissent sous son véritable nom, à savoir Rodrigo Borgia. Alors si tu n'as jamais entendu parler du puissant Rodrigo Borgia, et ne t'inquiète pas, un chapitre lui sera dédié, je peux te dire que Rovere et lui, il en a entendu parler. Car en plus de fréquenter la même femme que lui, il l'accuse d'achat de voix et de simonie, ce qui signifie la vente du salut aux fidèles. C'est plutôt un bon moyen de se faire de l'argent quand on est un homme d'église, pas vrai ? Avec ces arguments, il va logiquement tenter de le faire destituer. Malheureusement, en plus du nicolaïsme dont nous avons déjà parlé, la simonie est aussi monnaie courante dans la religion et même son oncle usait déjà de cette pratique. De plus, aucune preuve légale ne viendra confirmer sa culpabilité. Manqué pour Rovere, il n'empêchera pas son ennemi d'accéder au trône de Saint-Pierre. Contrarié et se sentant alors menacé, il décide de retourner en France et de profiter du pouvoir du roi Charles VIII. Giuliano della Rovere n'a alors qu'une idée en tête, mettre un terme au pouvoir d'Alexandre VI. Pour ce faire, il va convaincre la France de mener une campagne militaire jusqu'à Rome afin d'établir une enquête sur son ennemi et le faire tomber. Mais l'Italien n'est pas du genre à rester spectateur. Il va donc volontairement accompagner le roi de France et atteindre la capitale de la péninsule en 1494.
Malgré sa détermination et les moyens mis en œuvre, Rovere sous-estime l'influence du pape. Au passage, t'as compris, hein, que Rodrigo Borgia, c'est le pape Alexandre VI, on est d'accord? Parfait. En effet, ce dernier va ainsi corrompre l'ambassadeur français et empêcher toute action de son ennemi. Rovere doit donc renoncer à ses ambitions et attendre patiemment la mort du pape. Le temps passe, et là, tu vas être surpris, mais devine quoi, Alexandre VI meurt. Un événement au passage teinté de mystère, comme nous le verrons dans le chapitre 7. À 60 ans, Rovere, bien que très influent, n'est pas le mieux placé pour reprendre ce rôle, et va alors soutenir celui qui devient Pie III. Un nouveau pape aux ambitions honnêtes, malheureusement déjà atteint d'une maladie incurable qui causera sa mort 27 jours plus tard. Mais alors, qui pour le remplacer? Eh bien mon petit pote, c'est le grand jour pour notre Giuliano della Rovere. Le 1er novembre 1503, il devient ainsi le 216e pape et prend le nom de Jules II en référence à Jules César qu'il admire. Il est décidé à devenir le libérateur de l'Italie en renforçant le pouvoir de l'Église. Cela passe tout d'abord par une puissance architecturale puisque c'est à lui que l'on doit la version actuelle de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il fait également appel à Michel-Ange pour peindre un certain plafond. Mais au-delà de ça, Jules II souhaite surtout reprendre les terres perdues par l'Église et via les armes s'il le faut comme il le dit lui-même. Pour sa violence, il gagne le surnom de Jules le Terrible, mais aussi du pape soldat en raison de sa présence sur les champs de bataille. En 1509, il s'allie donc avec le roi de France, Louis XII, dans le but de récupérer les terres de Pérouse et Bologne. Mais c'était sans compter sur l'intervention de la puissante Venise qui se positionne contre le Vatican. Contraint de renoncer à l'affrontement direct, il va alors user de son statut pour excommunier Venise et ainsi provoquer le retrait des troupes. N'oublie pas que les gens étaient prêts à payer pour le salut de l'Église, alors se faire excommunier par celle-ci, c'était un véritable drame pour les Vénitiens. Heureusement pour les nombreux croyants, il accordera l'absolution quelques mois plus tard. Au fil du temps, le pouvoir de Louis XII s'étend et le pape s'en méfie. Pour le contrer, il va alors décider de former la Justice League de l'époque, ou plutôt la Sainte Ligue, en vue de le faire fuir d'Italie. Cette coalition réunit alors la couronne d'Aragon, Venise et la Suisse pour s'opposer à la France en 1512. Le roi n'a d'autre choix que de rentrer à Paris et l'Église assouvit un peu plus encore son pouvoir tout en agrandissant son territoire. Mais alors que ses conquêtes se poursuivent, Jules II meurt en 1513, 2 mois après ses 69 ans. Si le nom de Jules César II lui était donné, c'est évidemment pour sa passion pour la guerre au détriment des vertus plus catholiques dont il aurait dû faire preuve en tant que pape. Bien que critiqué, ses activités de mécène avec sa forte implication auprès des artistes à Rome ont encore une empreinte sur notre époque moderne. Ses relations avec Michelangelo et Raphaël, ou ses ennemis les Borgia, font de lui un pape à part. Grâce à lui, l'Église accroît son pouvoir et s'affirme à nouveau aux yeux des autres royaumes malgré les tensions palpables avec la France. C'est donc en toute logique que tu entendras à nouveau parler de lui à l'avenir. Ce chapitre dédié à Jules II est maintenant terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux tester tes nouvelles connaissances, rendez-vous très bientôt sur le petit quiz en story où je te réserve quelques questions. Retrouve l'ensemble de mes sources en description et n'hésite pas à me donner un avis sur ce fameux Jules II ou la qualité de ce chapitre. Enfin, si tu connais un amateur d'histoire ou quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, pourquoi ne pas lui faire découvrir le grimoire? Je te remercie vivement de m'avoir écouté mon petit pote et te donne rendez-vous dans le chapitre 2 consacré à Veronica Franco. Reste chez toi, bisous.